la présentation du JDR avec la première chose qui va d'abord être de te présenter toi. Mmh. Donc pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux, nous dire simplement, qui es-tu? Depuis combien de temps est-ce que tu pratiques le jeu de rôle? Et aussi, qu'est-ce qui t'a donné envie, justement de créer un jeu de rôle? Ben moi, le jeu de rôle, je suis tombé comme Obélix quand j'étais petit, au collège, en fin des années 80, avec une boîte rouge de Donjons et Dragons que j'avais trouvée dans l'armoire d'un de mes oncles. Et puis voilà, j'ai tout de suite voulu être MJ. Et c'est au collège que j'ai commencé à jouer avec des camarades de classe. Et puis, début des années 90, en fait, j'ai commencé, c'était grâce aux petites annonces en casus belli, à aller sur les conventions, aller rencontrer des clubs. Et ça devait être en 91, je suis devenu président justement de la Guilde Picardie. J'habitais en Picardie à l'époque. Des jeux de simulation, puisque le jeu de rôle, au début des années 90, c'était surtout des guildes régionales. Bien sûr avec des clubs adhérents à ces associations régionales. Et c'est à la même époque, au début des années 90, qu'on a créé le Masque et l'épée avec mon co-auteur Jean-François d'Argencourt. Et en allant sur les conventions à partir de notre club, on était adhérents, nous, dans un des plus vieux clubs de France, c'était la Guilde du Dragon Lanois, à Laon, dans l'Aisne. Et régulièrement, on allait aussi voir un autre vieux dragon des clubs de jeux de rôle en France, le club Pythagore à Provins, qui est assez connu et apprécié des auteurs de jeux en général, puisque c'est pas un club à proprement parler dans le sens où il n'y a pas de partie hebdomadaire, mais c'est surtout un club qui organise des événements assez intéressants. Je me souviens même qu'à une époque, on avait organisé le club avait organisé des voyages touristico-ludiques, notamment, je me souviens d'un en Alsace, où on allait en bus faire du jeu de rôle et du tourisme. Voilà. Donc, le Masque et l'épée est né au début de ces années. Et puis, après, en entrant dans la vie active, j'ai fait beaucoup moins de jeux de rôle. Mais le Masque et l'épée a continué à exister parce qu'on allait assez régulièrement, au moins une ou deux fois par an, sur des conventions. Je pense aux Croisades du Nord à Lille, en plus des rencontres Pythagore à Provins. On allait sur des conventions où on faisait des one-shots et on présentait le Masque et l'épée, ce qui fait que ce jour, on a maintenant plus d'une vingtaine de scénarios parce que souvent on retrouvait des joueurs sur les conventions de jeux de rôle et on pouvait pas rejouer le scénario qu'on avait joué l'année précédente. Donc à chaque année, on s'obligeait un peu à faire de nouveaux scénars, bien que finalement, en tout cas pour ma part, moi je jouais beaucoup moins. J'étais beaucoup moins meneur et joueur autour de table et j'étais plus adhérent dans un club. Et ça a duré quelques décennies. Et là, ça fait quelques années que je me suis mis de façon plus active. Mais du coup, je connais pas du tout, très peu la production éditoriale ludique. Je découvre un peu et c'est pour ça que mes premiers mots pour présenter le Masque et l'épée, c'est de bien dire que moi, je suis pas professionnel de l'édition. Ça reste un jeu amateur. Je veux presque dire associatif, quoi. C'est un jeu amateur, mais bon, qui a été fait avec soin parce que on voulait pas, avec mon co-auteur, que ça termine dans nos tiroirs et que ça soit jamais connu parce que c'est une grande part, finalement, de notre vie ludique, ce jeu. Voilà. Alors, je te propose justement, vu que tu en parles, c'est quoi l'univers concret du jeu? Bon, quand on entend masque et épée, j'imagine qu'on est un peu dans un univers de cap et d'épée, genre les Trois Mousquetaires, c'est ça? Exactement, c'est du cap et d'épée. Et effectivement, quand je vous montrerai la feuille de personnage, d'ailleurs, on a fait un petit clin d'œil au jeu Les Trois Mousquetaires, qui était de la fin des années 80, qui est un jeu anglo-saxon. Et on y avait joué à cette époque, et c'est aussi pour ça un peu qu'est né le Masque et l'épée, parce qu'on trouvait que les anglo-saxons, justement, avaient une vision des Trois Mousquetaires qui était bien les leurs. Par exemple, la notion de club pour les gentilshommes était vachement développée, alors qu'en France, à l'époque, elle l'était pas forcément. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient développées dans ce jeu où on voyait bien que c'était une vision outre-Atlantique de plutôt que la vieille Europe de ce qu'était le KPDP, en tout cas tel que Dumas l'avait inventé
avec les Trois Mousquetaires. Et ça nous a un peu incité, d'ailleurs, on y fait des références parfois dans le jeu. Enfin, ouais, voilà. Donc l'univers, c'est un jeu de rôle historique et fantastique. Alors historique parce que on démarre la campagne démarre en 1600, juste après le mariage d'Henri IV. Et on a prévu de jouer. C'est un jeu qui peut être joué en KPDP jusqu'au début de la Révolution française, tel qu'on l'a conçu. Donc c'est un jeu historique où on se base toujours assez souvent sur des événements historiques pour faire des accroches, des démarrages de scénar. Et fantastique parce qu'on a voulu que, comme il y avait quand même à l'époque notion de foi, de superstition dans la population, c'est que le fantastique soit présent, mais il est jamais mis en avant ou mis en exergue de façon à ce que ça reste toujours un vivant point d'interrogation, même s'il est intégré dans les règles en tant que tel. Mais on s'arrange justement. Et l'intérêt en termes de roleplay, c'est que les personnages, donc, que les joueurs puissent laisser leurs personnages interpréter ce qu'ils voient en termes de fantastique. S'il voit un loup-garou, bah, peut-être que l'autre personnage qui est à côté de lui sera libre penseur et dira que non, ça n'existe pas. Voilà. Enfin, c'est l'intérêt est là justement avec le fantastique, c'est de pouvoir intégrer des éléments qui s'en rapprochent dans le jeu et qui puissent interagir. D'ailleurs, on a des scénarios, on en a au moins 2, où on fait des crossovers avec un jeu qui est, lui, typiquement fantastique, historique aussi, c'est le jeu Hurlement, qui a donné par la suite Chimère. Donc, on a certains scénarios qui sont en crossover avec la caravane et le veneur, donc d'Hurlement, où on peut jouer... on l'a fait déjà en jeu multitable, en convention, où on avait deux tables Hurlement et 2 tables Masque et l'épée, qui jouaient en parallèle avec des joueurs dans Paris. C'était assez marrant parce que à la fin, tous les joueurs sont réunis pour voir un peu ce qu'ils avaient fait. Et certains s'étaient croisés dans les parties en multitable lors de la convention. Voilà. Alors, au niveau du système de jeu, on est sur quoi? On est sur un D20 classique, du D10, du D6? Est-ce que c'est un truc que tu as inventé toi-même? Comment ça fonctionne? Sur du old school. Alors effectivement, ça se joue avec un D20 et des D6. Je vais vous montrer la feuille de perso, comme ça va vous donner une idée. Vous voyez qu'en haut à droite, il y a une table de résolution universelle des actions et ça se fait au D20, sous le score. Alors, si vous avez une compétence, là je prends en grimpé qui est à 16, que le meneur de jeu vous dit rien de vous faire un jet en grimpé, vous regardez dans la colonne moyen, vous avez 16. Si vous a rien dit, c'est que c'est un jet facile. Donc, vous devez faire en dessous de 18 pour réussir votre action. Si c'est pas monter un mur de 2 mètres, voilà, pour quelqu'un qui a 16, il doit faire 18 ou en dessous pour réussir son action. Voilà. Donc, ça fonctionne avec... tout fonctionne sur cette table, quoi, en fait. Voilà. Maintenant que je suis sur... Vous voyez bien la feuille, c'est bon? Oui, on est sur ta feuille. Bon, je vais vous faire une petite visite guidée rapide. Alors, donc, vous avez donc des attributs, 5 attributs avec des sous-attributs qui sont la moyenne de l'attribut principal, qui vous donnent des bonus ou des malus en fonction. Les cartes aléas, on l'abordera tout à l'heure, c'est quand vous créez votre personnage, ça vous donne des bonus. Donc, c'est un jeu expérience, on peut jouer en campagne. Vous avez des ressources sociales, on va dire, la réputation, les relations, les revenus, le train de vie qui vous permettent d'intervenir dans le jeu différemment qu'avec vos caractéristiques. Hein. Ça a un plus en fonction de votre archétype, puisque au début du jeu, vous choisissez, on va dire, une carrière, un métier qui peut être différent de votre rang social d'origine. Alors, bien sûr, il n'y a pas de points de vie, mais il y a des points de fatigue, des points de blessure. Il y a le cran. Le cran, c'est un peu l'équivalent de la santé mentale à l'appel de Cthulhu, quoi. C'est une compétence basée sur l'humeur, hein, qui permet
Justement, on parlait de fantastique, justement, en fonction d'événements qui peuvent être traumatiques, de pouvoir encaisser les coups, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petites cases. Les points de prodige, qui sont en fait des points d'héroïsme spécialisés. Par exemple, là, on prend le personnage qui sert d'exemple dans le jeu. Il a visée agile, donc en utilisant son point de prodige, il peut réussir automatiquement certaines actions, mais et c'est pour ça on dit c'est un prodige de visée, par exemple, ou un prodige d'acrobatie. On choisit, on se spécialise dans son point d'héroïsme, en fait. Bon, bien sûr, une silhouette de localisation, c'est pour ça que je parlais qu'on y faisait des références. C'est la silhouette de localisation de Flashing Blade, donc du jeu Les Trois Mousquetaires de la fin des années 80. On l'a repris parce que, voilà, on trouvait ça sympa. Les talents, c'est un peu des kits de compétences qui sont souvent choisis en fonction du métier, de la carrière, de l'archétype. Les compétences, une compétence, c'est un niveau de base. Les aptitudes qui sont là au-dessus, qui sont en fait des compétences de base par rapport à la carrière que vous avez choisie, l'archétype. Et puis une modification en fonction de vos attributs, de vos caractéristiques. Voilà. Et bien sûr, comme c'est un jeu de KPDP, on ne pouvait pas se rater sur les règles de combat au tour par tour. Ce qu'on voulait en termes de règles de combat, c'est que ça soit entre guillemets réaliste, c'est-à-dire pas que comme dans les films, mais aussi que ça puisse simuler la réalité d'un combat de KPDP. Et en même temps, il fallait détailler les compétences de combat qui le sont ici. Et en fonction de chaque compétence que vous gagnez des techniques. C'est-à-dire que là, par exemple, en bagarre et lutte, quelqu'un qui est débutant, il va pouvoir faire des coups bas, riposter, enchaîner une prise de chute. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas lancer un coup de poing, mais il aura moins de chances de réussite, en fait. Donc, à chaque fois qu'on augmente dans une compétence de combat, on gagne de nouvelles techniques dans ses compétences de combat, jusqu'à des bottes secrètes, donc qui ne sont pas que pour l'escrime. On peut avoir une botte secrète en bagarre et lutte qu'on doit bien décrire. Et puis là, après, il y a un petit tableau pour les effets des armes et des projectiles. Voilà, parce que on voulait un système qui soit en termes d'initiative. Alors justement, c'est à ça que servent les 4D qu'on a en plus du D20, puisque vous avez le D20 surtout pour la table de résolution unique. On a 4D quand on commence le jeu, 4D6. Et en fait, l'initiative, ça fonctionne comme ça. On a son score d'initiative. Là, par exemple, on a 14. Un round démarre. Le meneur de jeu, donc le masque, demande aux joueurs de tirer l'initiative. Et j'ai 4D6, donc je peux tirer 4D sous 14 pour mes actions. Donc, si je fais 1, 2 et 3 sur les 3 premiers dés, par exemple, je décide de tirer 3D6, j'agirai en 1, en 3, et j'avais dit 3 le troisième, et en 6, en sixième round. Et donc, tous ceux qui agissent au premier round agissent en 1, etc. Et à chaque fois, on joue comme ça, au tour par tour, en fonction de l'initiative. C'est avec ça, surtout, que servent les dés à 6 faces. Je vais vous montrer maintenant le manuscrit, en fait, le jeu en PDF. Donc, ça commence simplement par un sommaire détaillé, une petite nouvelle d'introduction, la description de l'univers et de son historique qui remonte jusqu'à la Grèce antique, mais c'est surtout pour le meneur de jeu, pour avoir un fond de campagne, pouvoir démarrer à jouer. La feuille de personnage qui sert d'exemple. Et puis, en fait, on démarre comme sur une création de personnage. On crée le personnage d'exemple au fur et à mesure des pages. Donc, ça démarre sur l'origine sociale. Donc, vous voyez qu'on peut créer un personnage de toutes les régions de France et de toute l'Europe, en fait. Donc, on tire sur des tables et puis en fonction de son origine géographique, on gagne certaines compétences et puis voilà, certaines choses. Donc voilà, là c'est toute la partie création de leur côté origine géographique.
Ensuite, la création des attributs, hein, il faut bien tirer les caractères, comme on dit. L'origine sociale, ici, en fonction, ça vous donne différents archétypes de métiers qu'on peut choisir. Ce tableau sert à ça. Et là, on décrit un peu les différentes carrières possibles, comment on les joue, ce qu'on peut y faire, quels sont les intérêts. Ici, justement, un rappel historique sur les dragonnades, sur la relation avec les différentes religions, comment les personnages peuvent aborder leur appartenance ou non à la libre pensée ou à telle ou telle religion. Les aptitudes, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est un peu les caractéristiques de base par métier, donc ça vous donne un tableau avec en fonction de l'archétype et de la carrière que vous choisissez, on va dire vos scores de base. Voilà. Là, c'est la petite référence à Flashing Blade. Ensuite, on a le descriptif de la réputation, puisque donc ça vous donne à la fois des effets vos points, des effets permanents. Si vous avez une bonne réputation, quand vous irez en société, vous serez tout de suite plus vite, plus rapidement remarqué, par exemple. Mais vous pouvez aussi dépenser vos points de réputation pour obtenir des avantages, des faveurs à la cour, voilà, différentes choses. Ici, les prodiges, on va dire les points d'héroïsme avec différentes applications, des exemples. Et puis, on propose aux meneurs et aux joueurs aussi de créer leur propre point d'héroïsme en fonction de comment ils veulent jouer leur héros de KPDP. Les relations, à chaque fois, ça fonctionne pareil. Il y a un effet permanent et puis en dépensant les points dans les relations, on peut obtenir, par exemple, on peut entrer en grâce, changer de vie, on peut faire différentes actions longues, on va dire. L'expérience, comment elle fonctionne. Les talents, donc je vous disais, c'est un peu des kits de différentes compétences. Donc quand on démarre avec un archétype, on a automatiquement une catégorie de talents qui en découle. On en choisit au moins un gratuitement. Voilà, on est toujours là dans la phase à l'ancienne, création de personnages, donc ça peut prendre un peu de temps, mais c'est intéressant d'avoir un personnage qui est fouillé. Après, le jeu propose des pré-tirés de toute façon, puisque comme on joue en convention, on avait toujours un pool de personnages pré-tirés pour les scénars avec lesquels on jouait. Là, les différentes catégories de compétences, dans physique, dans les différentes aptitudes, astuces, créativité, combat. Chaque fois une description. La manualité, c'est important sur un jeu de KPDP de savoir si on est gaucher, droitier, ou si on peut se servir des deux mains pour combattre. La maîtrise technique, donc à chaque fois, ça vous explique les coups par type de combat, tout ce qu'on peut faire en bagarre et lutte, en escrime. Il y a de l'escrime médiéval, puisqu'on peut décrocher un bouclier dans un vieux château médiéval et puis une hallebarde qui sont accrochés là en déco et puis combattre avec, puisque les nobles d'épée dans leur province souvent maîtrisent l'escrime médiéval. On est dans l'esprit de l'époque, on n'est encore pas très loin du Moyen-Âge en fait, dans l'esprit de la société. En tout cas, jusqu'au début du XVIIe siècle. Après, au XVIIIe siècle, ça disparaît complètement, mais voilà, ces différentes variations historiques, on a essayé de les intégrer dans le jeu, puisque vous avez à la fois des nobles d'épée, des nobles de cour, voire des courtisans. Les ressources, ça c'est les différents types de points, le déplacement, l'initiative. Déplacement sert surtout pour les courses-poursuites. Blessure, fatigue, cran, on l'a vu tout à l'heure, la localisation. Et les cartes Léa, qui est un grand aspect du jeu, qui sert à la création de personnages. Alors, le seul jeu que je sais qui fonctionne comme ça, c'est Mutant Chronicle. Pareil, c'est un jeu de l'époque. Donc, on peut utiliser un jeu de tarot de Marseille, un jeu de cartes, un jeu de tarot pour créer son personnage. On a automatiquement droit à 2 cartes. Et on peut en tirer plus. Ça correspond à des périodes de 4 ans, à peu près, 3-4 ans, avant le début de la carrière du personnage. Et donc, pour chaque carte, on a d'abord ce qu'on appelle les nombres et les figures qui apparaissent. On a des bonus, malus. Alors, comme au tarot, comme quand on fait un tirage
un tirage de divination, hein, on peut aussi, quand on tire 2 cartes, on doit automatiquement tirer, enfin, ce qu'on appelle des cartes lumière, une carte d'ombre, et les cartes d'ombre, c'est au tarot divinatoire, c'est ce qu'on appelle les cartes retournées, donc qui vous donnent, elles, par contre, des malus. Donc, à chaque fois que vous voudrez avoir un personnage plus fouillé en termes de background, vous allez tirer une carte de lumière, mais il faudra aussi tirer son pendant, qui sera une carte d'ombre, qui, elle, vous donnera des malus. C'est pour ça que là, vous avez des petits encarts couleur saumon, c'est les cartes d'ombre. Hein, c'est-à-dire, c'est l'interprétation de la carte quand elle vous donne un malus et là, pas un bonus. Donc, pour chaque couleur du tarot, vous avez à chaque fois, suivant les cartes que le jeu n'est pas fourni avec un tarot, mais vous vous en procurez un, 78 cartes, avec les arcanes majeures, les atouts. Et donc, vous pouvez tirer soit dans les nombres. Donc là, vous avez tous les nombres par couleur qui sont décrits. À chaque fois que vous tirez une carte, elle a un effet et ça vous donne un élément de background que vous allez pouvoir intégrer dans votre personnage. Alors, on arrive à la mécanique du jeu. Ce qu'on peut dire aussi sur les cartes aléas, c'est qu'elles peuvent servir, moi je m'en sers en tant que meneur de jeu, mais c'est une règle qu'on a mis optionnelle, hein, mais on peut utiliser les cartes aussi pour illustrer le jeu en cours de jeu. C'est-à-dire, moi je distribue 1 ou 2 cartes à chaque joueur en début de partie, et ils peuvent les utiliser comme des atouts pour modifier le cours du scénar. Donc j'ai mis une petite règle pour gérer cet aspect-là, qu'on puisse utiliser le tarot aussi en cours de jeu, en dehors des cartes Elia, qui servent surtout pour créer le background quand on crée un personnage. Donc après, on décrit la mécanique de jeu. Là, on vous donne des exemples en l'équitation, en agilité, dans quelle situation on peut faire des tirages et à quoi ça sert, comment on l'utilise et quels effets ça peut avoir. Les échauffourées, voilà. Pas loin, vous avez la foule, par exemple, quand vous êtes confronté à une foule dans Paris en colère, comment ça se gère pour le meneur de jeu. Voilà, pour chaque type, les bottes secrètes, comment on les gère. Donc tout ça, c'est une partie de toute façon qui peut être accessible aux joueurs. La seule partie vraiment réservée au MJ, c'est le scénar d'introduction si les joueurs vont le jouer. Et puis ce que je vous montrais en introduction, qui est le background général du jeu du masque et l'épée, quoi. Le fond historique de l'univers, on va dire, qu'on a créé. Bon, là, qui est complètement romancé pour nous, mais qui nous sert on va dire, de fond de carte au jeu. Voilà, comment on gère la mort. Et puis après, forcément, il faut décrire toutes les armes, comment on les utilise, les effets, les éraflures, les blessures légères, blessures graves, mortelles, quand on utilise des grenades, de la poudre, donc il y a une compétence feu de poudre, par exemple, pour éviter les pistolets, c'est pareil. Moi, suivant l'époque où je les fais jouer, si c'est début 17e, ça marche pas souvent parce que technologiquement, c'est pas encore le pistolet à rouer, c'est pas super encore en place. Après, il y a les pistolets à mèche, et plus on avance dans le temps, plus les armes, en tout cas les armes à feu, deviennent redoutables, on va dire, et faciles à recharger. Donc ça, c'est un aspect bêtement historique qu'on peut intégrer dans le jeu, mais bon, c'est pareil, on n'a pas voulu compliquer le jeu, on l'a évoqué, puis après, c'est au meneur de jeu de choisir de l'intégrer suivant l'époque à laquelle il joue, quoi. Et donc, là, on arrive à justement la partie que je vous décrivais tout à l'heure, qui est la partie fantastique. Comment on gère les rituels, la magie, la sorcellerie, les mystères. Il y a une table, en fait, quand les personnages sont confrontés à, on va dire, un phénomène perçu comme surnaturel, amené par le meneur de jeu, il y a un jet à faire sous leurs compétences en foi, ils peuvent être athées, hein, libres penseurs, ils ont quand même la compétence en foi, et ils ont le meneur de jeu leur demande comment leur personnage voit la scène, comment il la reçoit. Est-ce que pour lui c'est une menace? Est-ce qu'il est neutre par rapport à ce qu'il voit, ou est-ce qu'il perçoit ça plutôt comme quelque chose, comme un bienfait?
Et ce tableau sert à résoudre en fait comment les personnages vont voir et intégrer les choses, parce que ça peut leur donner des points de foi supplémentaires, des points de cran, mieux appréhender la situation. Et pareil pour ceux qui jouent des personnages qui vont être des sorciers ou ça peut même être des religieux, hein, qui vont essayer de créer des illusions ou créer des rituels. Et ben, on a créé un système avec des tables pour pouvoir gérer ces mises en scène faites par les personnages et les PNJ. Voilà. Ensuite, bon, on décrit un peu comment nous on aborde tout ce qui est l'astrologie, la divination quand c'est utilisé dans ce cadre-là. Et on arrive sur des règles plus spécifiques. On a fait un chapitre sur le masque, puisque on parle bien du masque et l'épée, et comment un personnage masqué peut intégrer le jeu et comment ça peut cette notion de masque dans le KPDP, ça peut être un atout utilisé en termes de jeu. Donc on donne quelques pistes nous sur la façon dont on l'utilise. Et on a même fait un paragraphe sur comment jouer l'histoire, comment nous on voit l'approche rôliste par rapport au jeu historique, on va dire. Ben, on enchaîne justement sur un groupe de personnages pré-tirés qu'on a utilisé en convention, qui est une compagnie de saltimbanques, de Commedia dell'arte, justement, qui utilise un masque pour jouer les justiciers, donc traditionnel de la Commedia dell'arte. Et là, on donne justement des exemples de pré-tirés de ce groupe de personnages. Donc, ça peut servir justement pour jouer le premier scénario d'introduction avec des personnages si on veut pas passer par la case, se prendre une demi-heure, trois quarts d'heure pour créer un personnage en bonne et due forme. On peut utiliser ces pré-tirés-là. Ensuite, on propose un livre dans The Héros, enfin un mini-livre dans The Héros. Il y a du 166 paragraphes qui permet de découvrir le scénario d'introduction via une histoire à paragraphe, à trous, on va dire, hein, où il faut choisir les différentes options. Bon, c'est plutôt un scénario d'enquête qu'un scénario de scène d'action, mais ça permet déjà, ça permet à celui qui veut être meneur de jeu de découvrir le scénar sans avoir à lire juste la partie technique du scénar et de vraiment presque le jouer avant de le proposer à ses joueurs, quoi. Ou tout simplement un joueur de jouer le scénario d'introduction par ce biais-là. Ensuite, on propose on donne les éléments du scénario d'introduction. Donc, j'ai mis justement expressément le scénario, le tout premier qu'on a joué, puisqu'il se passe en 1601, juste après le mariage d'Henri IV et l'arrivée des Italiens à Paris. Et comme ça, justement, ça permet de démarrer une campagne. Et sur la vingtaine de scénarios qu'on a actuellement, le plus avancé dans l'histoire, ça doit être 1666. Donc, on envisage de faire un recueil de scénarios par la suite avec tous les scénars masqués l'épée pour que les meneurs aient de quoi jouer. Et je pense que le plus avancé dans l'histoire, ça doit être 1666. Donc, on n'est même pas encore au XVIIIe siècle. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire si on veut vraiment créer une campagne grand format qui va du XVII à la fin du XVIIIe siècle. Donc, il y a des aides de jeu. D'ailleurs, vous verrez, vous reconnaîtrez que les aides de jeu ont été intégrées dans le Gazerton et qui servent de VTT dans le métavers, quoi. Mais on les a intégrés aussi dans il y a un lien pour imprimer les plans de sol du scénario d'introduction. Une petite chronologie là, du début 1600, quelques règles optionnelles, notamment si on joue en campagne quand on a un personnage qui vieillit. Et puis voilà, on termine sur une page qui présente le métavers du jeu parce qu'on n'a pas de site internet. Et je reviens sur Gazer. On n'a pas de site internet, donc on a par contre une page Facebook et un groupe Facebook pour présenter le jeu. Pas de site internet, mais moi je me sers du Gazerton, donc du métavers,
comme si c'était un site de présentation du masque et l'épée, mais je m'en suis servi aussi pour faire fameux. Moi, j'ai découvert ça très tardivement, les fameux VTT, les Virtual Tabletop, là, les jeux en ligne hein, pendant la phase de confinement. Donc, et j'ai même, Pythagore avait en confinement, ils avaient organisé une convention distancielle, et j'ai fait une partie de Masque et l'épée que j'ai capté, qu'on trouve sur ma chaîne YouTube, qui dure 3-4 heures avec ce scénario d'introduction justement, et qui se joue là où on est là dans Gazer. Voilà, j'espère que j'ai été complet sur la présentation. Très complet. Hein. Hop, je te propose de passer aux questions. Alors, est-ce que parmi ceux qui nous regardent, il y a des gens qui auraient des questions? Alors là, vous pouvez voir le Gazer. Hop, je vais enlever, comme ça on voit mieux. Donc Ouais. vous voyez, maintenant je suis en haut, François est en bas, voilà, on est séparés. Et je me balade autour de Lionel. Alors moi, j'aurais une question. Je suis en train de me demander, est-ce que ça t'est déjà arrivé de venir jouer ton jeu de rôle en Alsace à des événements ou pas? En Alsace, non. On avait peut-être joué, on avait peut-être fait une partie quand on avait fait le voyage touristico-ludique, là, où on s'était posé dans une auberge de jeunesse en Alsace et à Strasbourg. Et puis on avait été visiter le Haut-Königsbourg. Et c'était un scénario Hurlement sur le Haut-Königsbourg, d'ailleurs, qu'on avait joué dans l'auberge de jeunesse. Mais c'est ma seule expérience ludique vraiment en Alsace. Je sais qu'il y a une convention là-bas où j'aimerais bien aller. Là, c'est à... Le Don des Dragons? Alors, j'ai entendu parler du nom des dragons, mais il y a un autre. C'est un village qui est une fois par an, le Kesselsberg, je crois. C'est ça? Le festival de Kaisersberg? Voilà, ouais, c'est ça. Moi, c'est un festival dont j'entends parler depuis plusieurs années, qui fait parmi de ceux que j'aimerais bien aller Ça découvrir. tombe bien puisque nous serons présents en 2024 au festival de Kaisersberg en mai. Ouais. Et là, cette année, il y a, pareil, un vieux, une vieille. En France, il faut savoir que depuis la fin des années 80, il existe 2 colos JDR, des colonies de vacances. Ça existe. Et on n'en parle pas assez. Il y a, comment il s'appelle, Jean-Pierre Boilon, qui organise, alors je sais plus comment ça s'appelle, le Rêve éveillé. Je sais plus le nom de sa colo, mais ça existait. Il y avait des annonces dans Casus à la fin des années 80, et ça a fonctionné. Il a formé des générations de Bafa qui savaient faire du jeu de rôle et puis du jeu de plateau, quoi. Jean-Pierre Boilon dans le sud. Alors, sa colo, je sais plus comment elle s'appelle. Et là, cette année, il y a Xavier Jacques des Semaines de l'Hexagone en Lorraine. Pareil, qui est une colo. Enfin, oui, on peut dire que c'est une colo qui a lieu chaque année et qui m'a invité aussi pour que j'aille présenter le masque et l'épée. Mais je sais pas encore si je pourrais y aller. Alors, je vois que tu te balades. Je pense que par le stream, tu m'entends. Mais alors, Gazer, je vais te suivre comme ça, je vais pas te perdre. Gazer, c'est une visioconférence spatialisée. C'est ça qui est différent avec les VTT traditionnels où souvent les gens ils se mettent sur Discord et puis ils vont sur leur VTT avec tous les super plans de sol. Alors le graphisme, ça fait très jeux vidéo années 90, 80. Mais on peut mettre tout type de plans de sol. Donc moi souvent, je mets des plans de sol VTT, hein, type JDR, tels qu'on les connaît actuellement, hein, parce que je fais aussi du Donjons et Dragons, moi, dans Gazer. Et ce qu'on n'a pas sur les VTT, c'est qu'on a la vision intégrée et spatialisée. C'est-à-dire que quand on déplace son bonhomme, on a la visio qui est spatialisée. C'est-à-dire là, je te suis, donc je continue à te voir, mais c'est à 5 cases quand tu t'éloignes d'un personnage, tu le perds. Et c'est pour ça quand je fais du VTT dans Gazerton, je trouve ça assez génial parce que ça me rappelle mes expériences de GN. Parce qu'en fait, le meneur de jeu, il est pas au-dessus du jeu, il se balade entre guillemets dans le donjon, dans les plans de sol avec son groupe de personnages et il gère le jeu avec eux, quoi. Alors la petite trappe que tu as à droite, c'est la salle de JDR justement où tu as les aides de jeu pour quand tu commences à jouer au masque et l'épée, sous le paravent là.
Tu vas sur la petite trappe. Là, au-dessus de toi, il y a une boîte aux lettres. Les gens qui... Je sais pas si tu pourras mettre le lien, mais les gens qui viendront dans Gazerton, vous avez une boîte aux lettres, vous pouvez laisser des messages aussi. Via un Google Doc, quoi. Donc, la petite trappe, elle s'ouvre là. Tiens, je vais y aller. Tu vois, ici. Voilà, et on est dans la salle de JDR. Donc, dans chaque statut, tu as des aides de jeu, hein, celle que je vous ai montrée, hein, qui est le... Et on peut jouer autour d'une table là, et en même temps aller dans le jeu. Donc, je vais te montrer les différents plans de sol du scénario d'introduction. Tu me suis? Je vais t'envoyer... Attends, je vais t'envoyer un follow, comme ça tu vas me suivre automatiquement. Si tu le valides, tu me suivras. Voilà. Alors, attends, G. Quand on se marche dessus, on utilise la touche G pour éviter de se marcher dessus. Donc, alors le lieu d'habitation des personnages dans le scénario d'introduction, c'est ici, ça s'appelle la Cour des Épées. C'est dans la rue aux Fers. C'est une rue où a habité D'Artagnan, d'ailleurs, dans les Trois Mousquetaires. Donc là, on peut accéder aux 3 étages. Donc moi, je m'en sers en cours de partie. Là, on monte dans une mezzanine, vous voyez. Donc, on peut utiliser vraiment... comme si on utilisait des plans de sol avec des figurines, ça fonctionne pareil. Et surtout, on a accès, et ça c'est pas mal pour plein de scénars, à un plan de Paris grandeur nature dans lequel on peut se balader. Et voilà, on rentre par là, je crois avec le sud, là, la porte Saint-Honoré, et on se balade dans les rues de Paris. Et là, ici, on peut revenir à la... Vous voyez, on est en face du cimetière des Saints-Innocents. On peut revenir là ici, à la cour des épées. Donc, on peut vraiment spatialiser différents lieux et être dans un plan 3D d'époque de Paris. Voilà. Là, par exemple, derrière Notre-Dame, il y a une voyante avec une petite présentation des arcanes majeures du jeu. Voilà, et la plupart des aides de jeu du scénario d'introduction sont dans Gazer. En sachant que Gazer, c'est une appli qui fonctionne aussi sur téléphone. Ça fonctionne d'un simple clic gratuitement sur un navigateur web. Mais dans sa version gratuite, c'est gratuit jusqu'à 10 personnes, jusqu'à 10 avatars présents. Donc pour faire une partie de jeu de rôle, c'est impeccable, hein, parce que généralement, on est rarement plus de 6-8 joueurs. Et avec un meneur, donc ça, c'est pas un souci. Mais si moi, j'organise des événements assez régulièrement sur Gazer, et dès qu'on passe au-dessus de 10, c'est payant et c'est plus cher pour organiser des événements. Alors, on peut faire des conventions virtuelles, par exemple. Hein. Moi, j'organise une convention d'auteurs auto-édités avec des stands où les auteurs, ils ont leur stand, et une fois par an. Et c'est une convention virtuelle. Je fais partie d'un club de joueurs, pas des joueurs, de fans de Star Trek. C'est une asso internationale, ça s'appelle SFI. Il y a 6000 membres répartis un peu dans le monde entier. Et ils utilisent Gazer là depuis 1 an pour faire la convention virtuelle de leur convention qui a lieu aux États-Unis. Donc maintenant, chaque année, le vaisseau français, qui s'appelle le Versailles d'ailleurs, des fans de Star Trek va à leur convention via un Gazerton dédié. Voilà. Alors, on a une question qui nous demande comment se procurer le JDR. Alors le JDR, là je vais basculer sur la page, c'est simplement, vous le tapez dans la barre de recherche d'Amazon. Il est dispo en version brochée et en format Kindle, c'est-à-dire en PDF, enfin en format e-book, quoi. Voilà. Comme je vous disais, c'est un jeu amateur, donc on l'a fait avec les moyens du bord. Donc moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour m'auto-éditer. Je connaissais pas les autres plateformes. J'ai entendu parler de Lulu, par exemple, mais voilà, je connaissais pas plus que ça. J'avais essayé une fois d'aller me créer un compte, mais j'avais pas compris comment ça marchait. Et finalement, c'est avec Amazon que ça s'est fait. Et c'est pareil, moi, c'est assez récent que je me suis ouvert un